Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de philosophie. Nous allons voir le sujet philosophique. Je dis bien le sujet en philosophie. Le sujet, en fait, il est polysémique. Polysémique voudrait dire qu'il a plusieurs sens. Il y a le sujet grammatical, il y a le sujet, on va dire, journalistique, il y a le sujet, donc, non. Grammatical, par exemple, quand on dit « je mange du pain », vous voyez, « je », c'est le sujet. Ou bien Ismaïl ou bien Paul a voyagé, Paul ou bien Ismaïl, c'est le sujet. Ça, on appelle ça le sujet grammatical. Vous avez le sujet, comme on dit sujet de discussion, il parle de quoi? Le sujet des discussions, c'est quoi? Ça, c'est le sujet, on va dire comme ça, journalistique de la vie courante. C'est pas de ça qu'il est question ici. Il est question ici du sujet philosophique, du sujet en philosophie. La manière dont on traite le sujet en philosophie, c'est pas de la même manière qu'on le traite en grammaire ou bien dans la vie courante, dans le parler courant. Voilà, donc c'est dans la vie quotidienne. Donc, mettez déjà ça de côté. Ici, il s'agit du sujet philosophique. Ici, il s'agit de l'homme en philosophie. Quand on dit le sujet, c'est l'homme, c'est la personne. Voilà, c'est vous, c'est moi. L'homme, bien sûr, avec grand H, la femme, ainsi de suite, c'est l'homme. Donc, ça veut dire l'être humain, la personne. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, du latin sub, S-U-B, qui veut dire sous, ejectum, jeter. Voilà, si, ça c'est l'étymologie. L'étymologie de sujet. Le vocable sujet, il vient de deux mots latins, de sub et de jectum. C'est ce qu'on appelle l'étymologie. L'étymologie, c'est l'étude de l'origine, l'origine des mots. Très bien, donc si on ressemble tout ça, ça voudrait dire jeter dessous. Voilà, jeter dessous, ou bien en dessous, ou bien jeter sous. Alors, sujet, il désigne l'homme en tant que personne. En philosophie, le sujet philosophie, il désigne l'homme en tant que personne. Voilà, un être conscient de lui-même. Voilà, il est conscient de lui-même, n'appartenant qu'à lui-même. Voilà, qui est maître, on va dire comme ça, maître de ses pensées et de ses actes. Voilà, c'est ça le sujet, ça c'est une vision, on va dire comme ça, une vision positive du sujet, une vision positive de l'homme, une vision positive de l'humain, une vision positive de la personne. C'est un être qui est conscient, voilà, il est conscient d'eau et de raison, conscient de lui-même, il appartient qu'à lui-même, il ne peut pas être possédé par une autre personne. Non, il ne peut pas être possédé. Il est maître, on va dire comme ça, de ses pensées. Il contrôle ce qui se passe en lui. Il est maître de ses actes. Il n'est pas conduit. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire fais ceci ou bien il y a une force qui le manipule. C'est ça, être maître de ses actes. Ça, c'est ce qu'on appelle la vision positive de la personne, la vision positive de l'homme, la vision positive du sujet. Alors, ça peut quand même nous emmener à nous poser quelques questions. Donc la question est de, voilà, si cette dimension du sujet, ça c'est une vision, c'est une dimension, n'a que ce sens positif, est-ce que la personne, est-ce que le sujet, est-ce que l'humain, est-ce que l'homme, il n'est que conscient de lui-même? Est-ce qu'il n'appartient qu'à lui-même? Est-ce qu'il est maître de ses pensées? Est-ce qu'il est maître de ses actes? Voilà. Est-ce que c'est seulement ça, cette vision positive? À côté de cette vision positive, il y a les pourfendeurs. Les pourfendeurs, ça veut dire les gens qui contestent cette vision, qui la contestent, qui pensent que non. Voilà, donc c'est ça le sens de la question. La question est de savoir, bien sûr, si cette dimension du sujet n'a que ce sens positif. Le sujet humain, n'est-il pas plutôt obscur à lui-même? Est-ce qu'il n'est pas obscur? Est-ce que c'est sûr qu'il contrôle tout ce qui se passe en lui, dans sa tête, dans ses pensées? Est-ce qu'il contrôle tout cela? Est-ce qu'il maîtrise tout ça? C'est ce que ça voudrait dire. Est-ce qu'il n'est pas plutôt obscur à lui-même? Et ne peut-il être assujetti
est-ce qu'on ne peut pas l'assujettir? Est-ce qu'il ne peut pas être, on va dire comme ça, on dit, par exemple, on dit, c'est ses passions. Est-ce que ses passions ne le contrôlent pas? Est-ce que ses désirs ne le mènent pas? Et ben voilà, est-ce que ne peut-il pas être, est-ce qu'une autre personne ne peut pas le contrôler? Et ben voilà, c'est ça le son. Déposséder, jusqu'à le déposséder de lui-même, voilà, jusqu'à le déposséder de lui, de le contrôler, de le manipuler et d'en faire, on va dire comme ça, un jouet. Donc voilà, une vision positive et des questions. Donc il y aura 3 parties. La première partie, on va effectivement développer cette vision positive du sujet philosophique, de l'humain, de la personne. Il y aura une deuxième partie, des profondeurs, on va contester cette vision positive. Eh bien, cette vision positive, il y a du négatif en la personne, il y a du négatif en l'humain, et il y aura une troisième position qui viendra concilier, on va dire comme ça, eh bien, les deux visions, la vision positive et la vision négative. Donc la troisième vision, elle va concilier ces deux visions. C'est ça la philosophie. La philosophie, c'est des visions. Enfin, voilà, les auteurs, ils ne voient pas tous les choses de la même façon. Alors, première, on va dire comme ça, première position, première dimension, c'est le sujet, la vision positive du sujet. Sujet conscient et maître de lui-même. Il est conscient, il est maître. Alors, les chantres, on va dire comme ça, de cette vision. Eh ben, les chantres, on va passer rapidement. Vous avez les chantres, ça voudrait dire les défenseur de cette vision, les promoteurs de cette vision. Vous avez le patron, on va dire le grand, c'est Descartes. Descartes, bon, je ne veux pas faire de la biographie de Descartes. Descartes, dans son ouvrage Méditation métaphysique, il est le chantre de cette vision positive de l'homme, à travers ce qu'il a appelé le cogito ergo sum, le je pense donc je suis. Descartes, il dit, même au plus profond de son doute, bien sûr chez Descartes on parle du doute méthodique, pas du doute sceptique, du doute méthodique. Il dit même, il peut douter de tout. Descartes dit, je peux douter de l'existence de ma maman, de mon papa, de l'univers, de Dieu, de tout, mais je ne peux pas douter du fait que moi qui doute, je doute. Vous voyez, il ne peut pas douter que, je suis en train de douter que rien n'existe autour de moi. Regardez, je doute que, mais je ne peux pas douter que je suis en train de douter. Donc c'est ça. Donc il pense, donc c'est ça le cogito ergo sum, le je pense, donc je suis. Ça, Descartes, c'est le chantre, on va dire comme ça, de cette vision positive. C'est être qui est conscient de lui-même, qui est maître, on va dire comme ça. Il est maître de ses pensées, maître de ses actes. Et qu'est-ce qu'on a encore? Et qui n'appartient qu'à lui. Il ne peut pas être possédé. Voilà, et ça se voit mieux dans son ouvrage Méditation métaphysique à travers le cogito ergo sum. Très bien, le je pense, donc je suis. À côté de Descartes, vous avez Hegel. Hegel, dans l'esthétique, l'homme n'est pas un objet. Ben voilà, l'homme n'est pas un objet selon Hegel. L'homme n'est pas un animal non plus. Il a une double existence. Il a une existence physique et il a une existence spirituelle. Il a une physique comme vous me voyez et il pense, il a une vie intellectuelle. Il pense dans sa tête. C'est ce qu'on appelle, il a une existence spirituelle. L'homme en fait, il a une antériorité. Il a une subjectivité, c'est ça la position d'Hegel dans l'esthétique. L'homme, il a une double existence, une existence physique et une existence spirituelle. On peut encore dire une existence intellectuelle. Ben voilà. Il a une intériorité, il a une subjectivité. Alors, à côté d'Hegel, vous avez Kant, eh bien, il y a de nombreux auteurs. Ben, j'ai juste pris 3, hein, bien sûr, mais il y en a plein qui ont cette vision, on va dire comme ça, positive du sujet philosophique. Donc, Kant, il le montre très bien dans Anthropologie, d'un point de vue pragmatique. Ah ben, dans Anthropologie, d'un point de vue pragmatique, l'homme, il dispose de lui-même. Ah ben voilà, il dispose de lui-même, de ses pensées. Ah ben, mes pensées n'appartiennent pas à une autre personne, mes pensées m'appartiennent. Ah ben voilà, c'est ça. Vous voyez, je suis, mes pensées. L'homme dispose de lui-même, il dispose de ses pensées, et bien ses pensées lui appartiennent. Les pensées d'une personne ne peuvent pas appartenir à une autre personne. Ça, c'est selon Kant. Alors, ses actes, voilà, il dispose de ses actes,
c'est une personne dont on ne peut disposer à ça. Eh bien voilà, il dit l'homme, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas en disposer comme on veut. Eh bien voilà, l'homme, il est conscient de lui-même, maître de ses pensées, maître de ses actes, il n'appartient qu'à lui-même. Eh bien voilà, il ne peut pas être dépossédé, il ne peut pas appartenir à une autre personne. Voilà, ça, c'est la vision, on va dire comme ça, positive, c'est la vision positive du sujet philosophique de l'humain, de la personne, de l'homme. Très bien, j'ai dit, à côté de cette vision positive, il y a les pourfendeurs. Ah ben non, non, les pourfendeurs c'est deux, ben je continue d'abord. La transparence et la souveraineté, voilà, du sujet. Il est transparent, voilà, donc c'est un sujet transparent. Vous voyez, ça veut dire à partir de tout ça, vous voyez, l'homme il est transparent, il est souverain, ça veut dire il ne peut pas, il ne dépend pas, ah ben voilà, il ne dépend pas d'un autre, c'est ça, il est un sujet transparent, on l'a dit ici, il est conscient de lui-même, voilà, être la transparence, c'est le fait d'être conscient de soi-même, ben voilà, il est conscient de lui-même, il est souverain, ses pensées lui appartiennent, ses actes lui appartiennent, on ne peut pas disposer de lui comme on veut, et on ne peut pas le déposséder, voilà, et voilà, un tel pouvoir de penser peut ainsi faire croire que, ça c'est la transition, que l'être humain peut tout se représenter, il est conscient de tout. Voilà, une telle position, cette vision positive de l'humain peut nous emmener à croire que, effectivement, l'homme, il peut tout se représenter, il est conscient de tout, eh ben, il maîtrise tout. Eh ben, voilà. Donc, les pourfendeurs vont arriver, eh ben, voilà, les pourfendeurs vont arriver, ceux qui vont penser que, j'ai commencé par une partie, donc on va faire une deuxième partie, donc, qui conteste cette vision, ils disent, mais premièrement, eh ben, quand il va sortir de la maison, les flics vont lui demander sa carte d'identité, vous voyez, il est soumis. Il n'est pas maître de lui, parce que s'il était maître de lui, le policier ne va pas lui demander les papiers pour qu'il se présente. Quand il veut aller, par exemple, vous voyez, à partir de là, l'homme n'est plus maître de lui-même, il n'est plus souverain, voilà, il n'est plus souverain, et de toutes les façons, il a déjà, on va dire comme ça, il naît dans une famille, vous voyez, ça c'est un peu le marxisme qui est en train d'arriver là, il naît dans une famille, et il va être éduqué, il va être socialisé selon les valeurs, on va dire comme ça, de cette famille, ou bien de la société dans laquelle, vous voyez, finalement, il n'est pas maître de lui-même, il est le produit de son environnement, il est le produit de la société dans laquelle, il évolue, dans laquelle il grandit. Ça, c'est la position, on va dire comme ça, de Karl Marx. Ça, c'est la position de Karl Marx, le marxiste. Alors, je commence. Sujet obscur à lui-même, assujetti et dépossédé. Sujet obscur à lui-même, assujetti et dépossédé. C'est les deuxièmes, j'ai dit, c'est les pourfendeurs, on va dire comme ça, de la position, la première position de la vision positive du sujet, de la vision positive, on va dire comme ça, de l'homme. Eux, ils pourfendent cette position, ils la contre-attaquent, ils disent, mais non. Ils disent, en fait, la conscience, c'est une illusion. Illusion de la conscience, c'est le maître mot. Ils disent que de toutes les façons, en homme, il n'y a pas que conscience. Il y a d'autres, dans la maison homme, l'homme c'est une maison, donc dans la maison homme, il n'y a pas que la conscience. Et les auteurs qui l'ont bien analysé, qui l'ont bien, on va dire, expliqué, par exemple, il y a Spinoza. Spinoza, sans vouloir faire un peu sa biographie, c'était un Hollandais, on va dire comme ça, un Hollandais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'homme est aussi un corps. Certes, il est pensé là, voilà, mais il est aussi un corps. Donc il est soumis à des désirs, parce que le corps, il a des désirs, il a des besoins. Il est soumis à des désirs qu'il ne connaît, ni ne maîtrise. Voilà, c'est ça la position, on va dire comme ça, de Spinoza. Conscience de soi n'est pas connaissance de soi. Il reprend déjà ce que disaient les anciens, le connais-toi toi-même de Socrate, avec son élève, son disciple Platon. Et ben voilà, donc il reprend, il dit ce n'est pas parce que l'homme il est conscient de lui-même qu'il est conscient de soi qu'il se connaît. La conscience de soi n'est pas synonyme, ne signifie pas connaissance de soi. Voilà, ça c'est la position de Spinoza. Donc, c'est un sujet subjectif. Tout à l'heure, on avait
l'antériorité, on avait l'intériorité, on avait la subjectivité. Alors pour lui, c'est un sujet, certes c'est un sujet, mais qui est subjectif, qui ne se voit que depuis lui-même. C'est la position, on va dire comme ça, de Spinoza. Spinoza, illusion de la conscience n'est qu'une illusion. L'homme, c'est un sujet subjectif qui ne se voit que depuis lui-même. Il n'a pas de recul. Ah ben, l'homme, il n'a pas de recul, il ne se voit que depuis lui-même. Et ce qu'on va bien, on va dire, comprendre chez Spinoza, que la conscience est une illusion et que ce n'est pas parce que l'homme il est conscient de lui-même qu'il se connaît, Donc, en fait, vous voyez, il est obscur à lui-même. Et à partir de cela, il peut être assujetti, il peut être dépossédé, parce qu'il a des désirs qu'il ne connaît ni ne maîtrise. Ces désirs peuvent le conduire, vous voyez, peuvent le conduire et l'emmener et le déposséder, Très bien. Parmi les profondeurs, j'ai cité Spinoza, on a Freud. Ah ben Freud, c'est le père de la psychanalyse, dit-on comme ça, c'est le père de la psychanalyse. Très bien, qu'est-ce qu'il dit vers les années 1917 dans Essai de psychanalyse appliquée, dans son ouvrage majeur? Que c'est une illusion de penser que l'homme connaît tout de son âme. Voilà, Freud dit c'est une illusion de penser que nous connaissons tout de notre âme, de son âme, de ses pensées, comme s'il n'y avait que la conscience en nous. Ah ben voilà, Freud dit non, il n'y a pas que la conscience, l'homme n'est pas que conscience, il y a à côté de lui, il y a en lui, pas à côté de lui, il y a en lui l'inconscient, tout un grand pan, tout un grand champ dont il n'a pas la maîtrise. Et ben voilà, c'est ça, Freud, c'est lui qui a introduit la notion, on va dire comme ça, d'inconscient, de l'inconscient. Très bien. Il dit le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Ça, c'est sa citation phare. Le moi, c'est-à-dire la conscience, n'est pas maître dans sa propre maison. Dans la même maison, il y a le ça, il y a le surmoi, etc. Il y a l'homme aussi, l'homme n'est pas que conscient, il y a aussi en lui, on va dire comme ça, il y a l'inconscient. Voilà, il est parfois emmené à faire des choses, et bien, tu te demandes pourquoi il fait ces choses. Alors, un homme doué de raison, doué de je ne sais pas trop, et puis vous voyez, parfois il fait des bêtises comme un gamin. Ben voilà, un homme, en fait, quand on parle ici de l'homme, c'est le sujet, une grande personne. Voilà, donc parfois il fait des choses comme des gamins, et vous vous demandez, mais pourquoi une grande personne comme ça peut faire des choses de ce genre? Voilà, parce qu'en fait, en réalité, selon Freud, il n'est pas que maître de lui-même, il n'est pas un être souverain. Voilà, c'est un homme, c'est un être qui parfois peut agir selon ses désirs, qui parfois peut agir selon, on va dire comme ça, ses passions. Même Descartes d'ailleurs, il a souligné dans les passions de l'âme, je pense, il est revenu sur cette position. Alors, donc, souveraineté, non, ce n'est pas un être souverain, selon Freud. Il ne se connaît qu'en partie, l'homme ne se connaît qu'en partie, il ne s'appartient pas pleinement, il s'appartient, certes, mais pas pleinement. Des aspects de sa pensée, de sa personne, lui échappent. Voilà, Freud dit, il y a des parties en nous, il y a des aspects de notre pensée, de notre personne qui nous échappent, dont on n'est pas maître, Alors, on a, comment je vais dire ça, B, un sujet divisé et changeant. C'est toujours les profondeurs de la position, on va dire comme ça, positive. Il dit c'est un sujet qui est divisé, un sujet qui change. Voilà, l'homme, il est un sujet changeant, c'est un sujet divisé. Parfois, aujourd'hui, il peut vous dire oui, demain, il peut vous dire non. Vous ne savez même pas trop pourquoi il vous dit oui, pourquoi il vous dit non. Voilà, donc, c'est un sujet divisé, certes. Il est une seule personne, c'est vrai, on est une seule personne. Ben voilà, mais composé de plusieurs éléments. L'homme, il est composé de plusieurs éléments. Il est composé du moi, le ça et le surmoi. Et ben voilà, le moi, le ça et le surmoi. Il est une personne, mais composé de plusieurs. En lui, il y a le moi, le ça et le surmoi. Alors donc, on a de même la permanence du sujet. Regardez, c'est rester la même personne au cours du temps. L'homme ne peut pas rester la même personne au cours du temps. Il change.
il change, vous voyez, il change. Aujourd'hui, il peut aimer, je sais pas trop, tel type de vêtements. Demain, il vous dit que j'aime le boubou. Après-demain, il vous dit j'aime les vêtements. Après-demain, ouais, il n'est pas permanent. Il n'est pas permanent. C'est la preuve qu'il subit, le temps, il subit son environnement. Il peut suivre la mode. Il peut dire, bah, comme je remarque que tout le monde a un iPhone, je vais m'acheter un iPhone aussi. Bon, vous voyez, il peut suivre la tendance. Il n'est pas permanent, c'est un sujet divisé, c'est un sujet changeant. Assujetti, soumis aux lois du monde, tout simplement. Tout à l'heure, chez les partisans de la pensée positive, c'était un être souverain, maître de lui-même, maître de sa pensée, maître de ses actes. Et ben voilà, les pourfendeurs disent non, il est assujetti, il est soumis aux lois du monde. Alors les chantres, on va dire comme ça, de cette position dont il est assujetti, il est soumis aux lois du monde. Les chantres sont la religion, la famille et la société. La religion, la famille et la société. Et comme auteur qui représente très bien cela, on va dire, vous avez Pascal dans les pensées et vous avez Karl Marx. Alors, Pascal, il essaie de montrer, on va dire que, vous voyez, dans la société, il y a la religion. Il y a la religion. Donc voilà. Donc, nos parents, aux lois, on va dire comme ça, de la société, les lois de la société. Nous sommes soumis à nos parents, quand on est petit, on grandit, vous voyez, nous sommes soumis aux lois de la société, nous sommes le produit de notre société. Si tous les matins je marche avec une pièce d'identité, c'est parce que la société a voulu que je marche. Si la société dit qu'on ne marche plus avec les pièces d'identité, vous voyez, on ne va plus marcher avec les pièces d'identité. Vous êtes d'accord? Voilà, donc on est soumis aux lois de la société. On est dépendant, on n'est plus un être souverain, on devient dépendant. Voilà, il est soumis à toute une série de déterminismes qui agissent sur nous, qui agissent sur lui. Voilà, l'homme n'est pas maître de lui-même, il ne maîtrise pas tout, il ne sait pas ce qui va arriver demain, il ne sait pas ce qui va arriver dans 5 minutes, il peut sortir de là, il se cogne son pied, il se casse le pied, il peut arriver là-bas, il gagne quelque chose de génial. Voilà, c'est ça, il est soumis à toute une série de déterminismes qui agissent sur lui. Alors, seul Dieu, créateur de toutes choses, est sujet. Voilà, pour ces partisans-là, seul Dieu est le sujet. L'homme, il est passif. Voilà, il n'est pas un sujet philosophique, il est passif. Seul Dieu est sujet. L'homme n'est qu'une créature. Et en tant que créature, il est passif. Il est passif par rapport aux différents plans auxquels il appartient. L'homme, il assiste, c'est un spectateur. Il est spectateur de sa vie. Il n'est pas maître de sa vie, ce n'est pas lui qui décide ce qui va lui advenir, mais ce qui adviendra demain. Non, il est passif. Seul Dieu, créateur de toutes choses, est un sujet pour les partisans de ces positions. Vous voyez, bon, je résume, on a deux positions sur la question du sujet philosophique. On a la vision positive du sujet, la vision positive de l'homme, la vision positive, on va dire la dimension positive de la personne. Voilà. Et à côté de cela, on a une vision profondeuse qui contredit cette vision, qui vient contrecarrer, qui vient montrer que le sujet, l'homme n'est pas un sujet, l'homme en fait il est passif. Il est le produit, on va dire comme ça, de son environnement, de la société dans laquelle il évolue. Donc cette leçon, le sujet philosophique est à présent terminé. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.